Merci aux équipes de l'échangeur de nous accueillir une nouvelle fois en si peu de temps. On est dans le cadre du projet Mouftar ce soir donc pour cette conférence sur les questions relatives aux questions humanitaires et aux droits humains. Merci à nos invités pour leur présence. Donc dans le cadre de ce projet, vous savez, on est soutenu par l'Agence française de développement, la mairie de Bagnolet, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, la Fondation de France et la CAF du 93. Donc on remercie aussi ses partenaires de leur soutien, notamment aux équipes de la mairie de Bagnolet, donc monsieur le maire Édouard Desnoël, Chaouki Haddad qui est adjoint au maire et Neman Amraoui qui est directeur de la direction du service démocratie locale, jeunesse, vie sociale et quartier et vie associative. Un dernier petit mot avant de laisser la parole à Sarah Trabi qui va animer ce soir la conférence et qui est journaliste aux médias Histoire Crépue et à la Fabrique des Soignants. Pour vous dire que on va commencer une série de conférences dans la deuxième phase du projet Mouftar et la prochaine ce sera au Château de l'Étang à Bagnolet aussi sur les enjeux de droit international et d'impunité au Moyen-Orient avec Jean-Paul Chagnolot qui présentera son dernier ouvrage sur la question de l'impunité, avec Leïla Bourguiba qui travaille à Médecins sans frontières et Insaf Rezaghi qui est docteur en droit international. Et un autre dernier petit mot, il y a une revue par Soudfa Media, apportée par Hamad Gamal à côté de moi, qui est disponible sur la petite table ici et que vous pourrez acheter si ça vous intéresse à la fin de la conférence. Voilà. Donc merci aux invités et Sarah, je te laisse animer la soirée. Merci Camille. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir. Donc, on a intitulé cette rencontre « Vivre dans un monde en crise, crise humanitaire et recul des droits humains dans le monde arabe ». Alors, lorsque Camille Mjati m'a proposé de modérer cette conférence, c'était bien avant la guerre entre les États-Unis et l'Iran et tous les autres pays du monde arabe maintenant impliqués dans cette guerre. Alors, comme quoi le monde peut basculer en l'espace de quelques semaines, voire quelques jours. Donc oui, nous sommes dans un contexte particulièrement tendu, mais rappelons toutefois que les tensions dans le monde arabe n'ont jamais disparu. On peut prendre l'exemple du Proche-Orient. Alors ça, c'est le monde arabe, mais Proche-Orient plutôt à l'Est, du coup. Israël a toujours méprisé le droit international, le droit humanitaire international. Cela n'a pas changé. Israël a toujours revendiqué le Sud-Liban comme son propre territoire. Cela n'a pas changé. Les bombardements à Gaza n'ont jamais cessé. Plus de 680 Palestiniens et Palestiniennes à Gaza ont été tués depuis la déclaration de cessez-le-feu en octobre 2025. On rappelle aussi que plus de 75 000 Palestiniens et Palestiniennes ont été tués à Gaza depuis 2023. Les occupations illégales par les colons israéliens dans les territoires palestiniens ne se sont jamais arrêtées, ils se sont même intensifiés, et ça, ce n'est que au Proche-Orient, car de l'autre côté de la mer Rouge, la guerre au Soudan continue dans un silence médiatique alarmant. On y reviendra avec le journaliste Hamad Gamal à ma gauche. Si on revient maintenant au sud de la péninsule arabique, hop. Au Yémen, une guerre civile ravage le pays depuis plus de 10 ans maintenant. Et le pays traverse la pire crise humanitaire depuis 2014 selon l'ONU. Donc plus d'une dizaine de millions de Yéménites sont touchés par la famine. Et ne parlons pas des catastrophes naturelles qui ont affaibli de nombreux pays en Afrique du Nord, comme au Maroc en 2023, avec le séisme qui a ravagé une bonne partie du pays, les inondations en Algérie et en Libye, la sécheresse au Soudan, etc., etc. Alors oui, ces dernières semaines ont marqué une nouvelle accélération, une intensification des conflits, une implication plus directe de grandes puissances internationales et surtout une impression de désordre global. Mais dans le monde arabe, on va dire, les tensions ont toujours été là. Ce qui est frappant aujourd'hui, ce n'est pas la multiplication des crises, c'est aussi le sentiment qu'il n'existe plus de cadre pour capables de les contenir. Alors derrière chaque conflit, une même inquiétude revient. Le droit international humanitaire est-il encore respecté? Et si ce droit existe toujours, qui est encore capable de le faire appliquer? Dans ce contexte, plusieurs questions vont guider notre discussion ce soir. D'abord celle du Soudan et du traitement médiatique de ce conflit. Ensuite celle de l'affaiblissement du droit international humanitaire. Et enfin celle des obstacles rencontrés par les acteurs humanitaires sur le terrain. Et nous avons donc le plaisir d'en discuter ce soir avec nos trois intervenants. Donc Hamad Gamal à ma gauche, qui est journaliste et fondateur de Soudfa Media. Bonsoir Hamad.
Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nathalie Godard, qui est directrice de l'action chez Amnesty International. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Et Ronnie Broman, qui est donc l'ancien président de Médecins sans frontières. Bonsoir Ronnie Broman. Bonsoir. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation ce soir. Avant de leur donner la parole, je voulais juste rajouter un dernier mot rapide pour poser le cadre. Alors quand on parle ici de monde arabe, alors quand on parle de monde arabe, on désigne un espace vaste, traversé par des réalités politiques et des populations très diverses. Il n'y a pas que des Arabes dans le monde arabe, mais tout de même une langue commune qui est l'arabe. Alors, cet espace est marqué ces dernières années par une succession de crises majeures. On a la guerre et le génocide à Gaza depuis 2023. Le Liban est traversé par de multiples crises politiques, sociales, économiques depuis 2019. La Syrie qui sort tout juste d'une grosse guerre civile de 2011 à 2024. Le Yémen, un oublié de l'histoire qui connaît, comme je disais, une guerre civile depuis 2014. Le Soudan, enfin, un autre oublié de l'histoire sur lequel nous allons particulièrement nous arrêter ce soir, qui vit également une guerre civile depuis avril 2023. Donc pour commencer, je vais donner la parole à Hamad Gamal. Vous êtes donc le fondateur de Sudfa Media. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Pourquoi et comment Sudfa Media? J'imagine que c'est très lié à la situation actuelle au Soudan. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir. Merci au projet Al-Muftah d'avoir organisé cet événement. Merci au Théâtre de Bagnolet de nous avoir accueillis. Je vais continuer dans la présentation. Donc je m'appelle Hamad Gamal, comme Sarah vient de dire, et je suis exilé soudanais qui est arrivé en France en 2017. Et je fais partie de nombreux Soudanais qui sont arrivés en France en tant que demandeurs d'asile et qui par la suite ils ont eu le statut et aujourd'hui ils habitent ou ils résident en France depuis plusieurs années. Je suis le fondateur d'un média franco-soudanais qui s'appelle Sudfa Media, qui a été créé dans le contexte de la mobilisation révolutionnaire au Soudan, qui a débuté en 2018 et sur lequel je reviendrai pour parler en avantage. C'est la voix des Soudanais et des Soudanais. Son rôle principal, c'est de faire visibiliser la voix des Soudanais et des Soudanaises depuis l'époque de la mobilisation révolutionnaire au Soudan, en passant par tous les événements par lesquels on a traversé depuis 2018 jusqu'à le moment où la guerre a commencé. Donc c'est un média en ligne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Également, c'est un média qui a pu réaliser un film de commentaires pédagogique qui essaye de reprendre l'histoire du Soudan de manière pédagogique pour un public qui est très peu familiarisé avec les situations au Soudan. Donc c'est l'exilé soudanais en France qu'ils ont créé cet espace pour médiatiser les enjeux de leur pays et essayer de raconter l'histoire de ces pays avec une perspective qui est plutôt révolutionnaire. C'est surtout donc qui travaillent pour Sudfa Media actuellement? Ce sont des journalistes soudanais en France? C'est un média qui est porté à la fois par des exilés soudanais, mais aussi par des militants et militantes français et françaises, et qu'on essaye de travailler de manière collaborative et les articles et les textes ils sont écrits principalement par des Soudanais journalistes, que ce soit en France ou bien ailleurs dans le monde entier, que ce soit en Afrique de l'Est ou bien au Soudan. Et donc c'est une équipe qui compose au moins 15 personnes à peu près. Et il y en a certains résident en France et d'autres au Soudan ou bien dans d'autres pays, notamment en Afrique de l'Est, au Kenya et en Ouganda. Et pourquoi avoir créé Sudfa Media? Est-ce qu'il y avait une demande particulièrement en France de comprendre ce qui se passait au Soudan? On l'a écrit pour plusieurs objectifs. Le premier, comme je disais tout à l'heure, quand on est arrivé en France, on est arrivé dans le cadre des demandes d'asile. Et donc, on a fait face à un discours qui est pour le tout victimisant et qui a la tendance, de nous présenter de manière qui nous dérange. Donc, on s'est dit qu'il faut qu'on reprenne le contrôle et essayer, de donner une autre image, de cette catégorie de personnes qu'on appelle exilés ou bien réfugiés. Et à partir de ce moment-là, on a écrit, cet espace
pour parler en fait voilà les raisons pour lesquelles poussent les gens de quitter en fait voilà leur pays et de venir pour demander l'asile dans un pays comme la France, mais en même temps d'essayer en fait voilà de montrer l'histoire de ce pays en fait voilà qui est très riche et très intéressant, surtout dans le contexte au moment où on a créé cet espace médiatique et quand il y a eu en fait cette mobilisation révolutionnaire qui était extraordinaire en termes de revendication et en termes de mobilisation et d'organisation politique. Donc voilà, c'était un moment de fierté pour nous, les Soudanais, qu'on a vécu en fait dans un dictateur pendant 30 ans. Et donc voilà, on voulait en fait voilà, partager ce sentiment de fierté, ce sentiment de victoire en fait voilà, de se révolter et de contester en fait voilà contre un régime qui est resté au pouvoir pendant 30 ans. Donc voilà, c'était pour nous en fait voilà très important, mais aussi dans un contexte où le Soudan est très présent. Et quand on parle de Soudan à l'époque et quand on dit on vient d'un pays où il y a un dictateur qui est au pouvoir pendant 30 ans, souvent les gens ont la tendance de croire que pendant 30 ans, les Soudanais ils sont restés immobiles, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas essayé de contester. Alors qu'il y a tout un tas de mobilisations qui étaient très fortes, que ce soit de la part des étudiants, des femmes et des hommes, dans le milieu rural, mais aussi dans les villes, etc. Donc voilà, pour nous, c'était très important de montrer et partager l'histoire en fait de mobilisation et de contestation du peuple soudanais, avec un public qui est français ici, mais aussi un autre public qui est très important, et notamment, en fait, l'exilé du monde entier. Et d'ailleurs, quand on arrive dans un pays comme la France, en tant qu'exilé, ça nous amène, en fait, de rencontrer d'autres personnes venant d'autres pays et qui ont vécu les mêmes situations. Et donc, voilà, on commence à réfléchir de manière collective sur nos situations de nos pays respectifs, tout en essayant de comprendre en fait les situations d'autres pays à travers de nos propres situations. Donc voilà, c'était pour nous assez important aussi en tant qu'exilés soudanais de créer cet espace parce que ça nous permet en fait voilà, à partager le débat public et le débat en fait voilà, dans les milieux d'exilés et de diaspora en fait voilà, du monde entier par les situations de notre propre pays. Vous qui a un très peu en fait voilà des éléments sur le Soudan, donc voilà c'est les raisons pour lesquelles que nous a poussé en fait voilà de créer cet espace voilà pour proposer les éléments que nous permet sur lesquels on peut baser. Merci Ahmad. Alors pour les personnes qui ne sont pas très au courant de ce qui se passe au Soudan, est-ce que tu peux peut-être leur rappeler la situation, le contexte, qui est au pouvoir, qu'est-ce qui se passe, pourquoi toi tu as quitté le Soudan, qu'est-ce qui se passe au Soudan? C'est quand même un sujet qui est très absent de la sphère médiatique française, alors je te laisse la parole. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, surtout ces dernières années. Et pour moi, comme pour d'autres Soudanais, en fait, l'histoire du Soudan commence à partir de 2018, le moment où il y a eu une mobilisation révolutionnaire qui a commencé au pays. Moi, quand je suis arrivé en France en 2017, j'ai pas eu l'honneur de participer à cette mobilisation au Soudan, et j'ai regardé et j'ai observé en fait voilà de loin. Et vu que j'ai un statut de réfugié, donc voilà, je pouvais pas rentrer au Soudan pour participer aux côtés de mes camarades. En observant la situation au Soudan, donc voilà, qui a commencé en 2018, je peux dire qu'en fait cette dernières années, on a passé par 5 étapes principales, en commençant par la mobilisation révolutionnaire, en passant par la guerre actuelle. Et d'ailleurs, voilà les questions que se posent souvent. Comment on a basculé d'un état révolutionnaire qui était extraordinaire, avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'enthousiasme, c'est un moment de célébration collective, et vers une guerre aujourd'hui qui est dévastatrice avec un catastrophe humanitaire en fait voilà avec de l'ampleur que l'on entend. Pour détailler en fait voilà comment on est arrivé là, en 2018, il y a eu une mobilisation révolutionnaire qui a commencé au Soudan. Cette mobilisation a été contre un dictateur qui est resté au pouvoir pendant 30 ans. Et cette mobilisation a éclaté à la suite de 3 crises majeures dans le pays. Crise politique, crise économique et puis la crise sociale. La mobilisation qui a commencé en 2018, en décembre, et continué jusqu'à nos jours, en tout cas, voilà, cette mobilisation, on peut classer en 5 étapes. La première étape,
à partir de décembre 2018 jusqu'à juin 2019. Et pendant cette période, qui a vécu en fait la première vague de la mobilisation révolutionnaire au Soudan, c'était un moment de victoire, un moment de mobilisation très forte dans lequel l'ensemble des Soudanais ont participé, malgré les répressions, malgré les morts, malgré les menaces en fait de l'ancien régime, qui était un régime en fait assez répressif et qui n'a pas hésité à tuer les manifestants et qui n'a pas hésité de tuer des enfants et toutes les personnes qui ont participé à cette mobilisation. Mais l'enthousiasme et la détermination du peuple soudanais étaient beaucoup plus forts et donc ils ont continué à manifester et après 3 mois ils ont pu faire chuter le régime d'Omar al-Bashir. C'était un moment sacré en fait pour le Soudanais de voir le régime d'Omar al-Bashir vient de tomber après 30 ans. À ce moment-là, on a vu en fait que les militaires, ils ont essayé de monter au pouvoir à la place d'Omar al-Bashir. Il s'agit en fait des personnes du même famille politique de l'ancien régime et juste en fait, ils ont essayé de nous faire croire qu'ils sont là pour nous accompagner pour réaliser l'objectif révolutionnaire. Ils sont là en fait pour nous guider afin qu'on puisse en fait réaliser nos revendications. Et c'est une stratégie en fait qu'on a bien compris qu'il s'agit d'une stratégie de récupération par les forces armées et qui en fait ils font partie des mêmes idéologies, ils font partie des mêmes familles. Pendant cette période-là et pendant cette première vague de la mobilisation révolutionnaire, les manifestants ils ont décidé de faire de ce qu'on appelle le sit-in. Il s'agit en fait de sit-in devant le quartier général de l'armée où ils ont resté pendant 45 jours en refusant de rentrer chez eux avant que le conseil des militaires accepte en fait les revendications totales de cette mobilisation. Et les revendications, c'était la paix et la justice et l'égalité. Et donc la justice, c'est un élément assez important parce que les membres de l'ancien régime, ils ont commis des crimes en fait contre les manifestants. Aussi, ils ont commis en fait des crimes contre d'autres populations en fait auparavant, que ce soit dans les régions de Darfour en fait ou bien dans d'autres régions. On est arrivé à un moment où la situation est devenue être très tendue et on a eu peur en fait de reproduire la situation telle qu'on l'a vu en fait en Libye ou bien en Syrie ou bien au Yémen. De commencer par une mobilisation révolutionnaire et basculer pour le tout vers une guerre entre les révolutionnaires d'un côté et les forces armées de l'autre côté. Donc les forces révolutionnaires a accepté sagement de négocier avec la force armée afin qu'on puisse trouver un accord qui va nous permettre en fait de trouver les moyens par lesquels on peut aller vers nos objectifs révolutionnaires, tout en fait essayant de ne pas tomber dans le piège de guerre civile que la force armée en fait elle prépare pour nous faire piéger dans ce plan. À ce moment-là, donc la force révolutionnaire avec la force armée, ils ont signé un accord et cet accord en fait consiste à mettre en place un gouvernement civil qui va durer pendant 3 ans et que pour moi, ça rentre en fait dans la deuxième phase de cette mobilisation révolutionnaire et la deuxième étape. Donc pendant cette période-là, on a vu en fait le montant en puissance, les forces de soutien rapide, les milices en fait qui sont en train de se battre contre l'armée soudanaise aujourd'hui, mais aussi on a vu en fait une diffusion très forte au sein de forces révolutionnaires parce qu'en fait les forces armées ils se filtraient au sein de forces révolutionnaires. Donc il a joué quand même un jeu très sale et par lequel il a pu quand même nous faire diffuser. Mais ce qui est important pendant cette période, la force contre la révolution a fait tout possible de faire échouer le gouvernement de transition, tout en mettant d'obstacles et le défi devant le gouvernement de transition, et afin qu'en fait, finalement, d'entraver le gouvernement de transition de ne pas aller jusqu'au bout dans son objectif. Et d'ailleurs, en fait, exactement ce qu'ils ont pu faire. Et donc, on arrive à un moment où le gouvernement de transition il ne pouvait plus avancer à cause de la force contre-révolution et contre-révolutionnaire qu'ils étaient toujours là.
Et donc, voilà, les forces militaires, à ce moment-là, ils ont décidé de mener un coup d'État sous le prétexte que les civils ne sont pas d'accord entre eux. Donc, ce coup d'État, en fait, est arrivé en octobre 2021, soit un an après la période de transition. Après ce coup d'État, en fait, l'euro est redescendu encore une fois dans l'euro, ou le manifeste est redescendu encore une fois dans l'euro, en réclamant, voilà, le départ, en fait, voilà, des militaires, mais aussi en réclamant les revendications pour lesquelles ils ont parti pour la première fois, celle de paix et liberté et la justice. Et d'ailleurs, en fait, que ce coup d'État s'inscrit dans les stratégies qui ont été utilisées par les forces armées et par lesquelles, en fait, ils ont essayé de faire stopper cette mobilisation révolutionnaire. Bien qu'auparavant, on a vu, en fait, cette stratégie de récupération durant laquelle, quand ils ont essayé de nous faire croire qu'ils sont là pour nous guider, ils sont là pour nous accompagner. Et comme ce n'est pas marché, donc ils ont réactivé la deuxième stratégie qui consiste de mettre en place des obstacles et des défis contre le gouvernement révolutionnaire afin que, voilà, afin que ce gouvernement ne pas pouvoir y aller jusqu'au bout dans la réalisation de ce objectif. Et quand le DOU s'est échoué, donc à ce moment-là, ils ont décidé de faire un coup d'État. Ce coup d'État était largement contesté au point qu'en fait, le pays est resté bloqué pendant un an et demi. Et donc, à un moment où les militaires, ils ont compris que ça va être compliqué, en fait, voilà, de gouverner un peuple qui est ingouvernable. Ça va être difficile, en fait, de gouverner ce peuple, en fait, qui est devenu obsédé par la révolution et qui sont déterminés d'aller jusqu'au bout dans la réalisation de ces objectifs de la révolution. Et donc, à ce moment-là, qu'ils décident de déclencher la guerre, qui s'inscrit, en fait, dans la guerre contre la révolution et contre la révolutionnaire. Et donc, voilà, la guerre qui a débuté en 2023, en avril, et qui a fait bientôt, en fait, voilà, 3 ans, parce qu'il a commencé le 15 avril 2023, s'inscrit, en fait, voilà, dans une guerre contre la révolution, par une stratégie, en fait, voilà, qui a été bien réfléchie, bien pensée, en fait, voilà, par les forces contre la révolution, que ce soit, en fait, voilà, par les civils de l'ancien régime, ou bien, en fait, voilà, par les forces armées. Juste en petite précision, quand je dis la force armée, au Soudan, il y a une situation qui est assez particulière. Et notamment, en fait, la force armée, il n'est pas une force unie comme on peut, en fait, entendre ou observer partout dans le monde entier. En fait, c'est un pays avec 2 armées. Le premier, c'est la force de soutien. Le premier, c'est l'armée soudanaise, c'est l'armée nationale, en fait, comme toutes les armées partout dans le monde. Et le deuxième, c'est la force de soutien rapide. Et la force de soutien rapide, en fait, c'est un groupe paramilitaire qui a été créé, en fait, par l'ancien régime. Et en fait, c'était une manière par laquelle l'ancien régime a cherché à se protéger d'où son propre armée. Parce qu'il n'avait pas de confiance, en fait, voilà, dans l'armée soudanaise, vu le Soudan, c'est un pays, vu que le Soudan, c'est un pays qui a une longue histoire avec le coup d'État. Donc voilà, ils ont essayé, en fait, d'imaginer une stratégie par laquelle, en fait, ils ont essayé de se protéger, en fait, voilà, au cas où l'armée soudanaise se rebelle un jour et il essaye de mener un coup d'État contre l'ancien régime. Donc voilà, ces éléments, en fait, voilà, qui résument, en fait, voilà, les événements de ces dernières années et qui a commencé, en fait, voilà, par un moment d'espoir, un moment de détermination, un moment d'enthousiasme, en fait, voilà, du peuple soudanais et surtout, en fait, voilà, pour nous, l'exilé soudanais, qu'on était ici, en fait, quand on a vu qu'il y a eu une mobilisation qui a commencé dans notre pays, c'est un moment de fierté, mais aussi un moment de soulagement, de enfin rentrer à la maison, mais malheureusement, les événements, ils ne se sont pas déroulés comme prévu. Merci Ahmad pour ce résumé très détaillé de la situation au Soudan, qui est nécessaire, comme je disais, étant donné le silence médiatique alarmant en France. Une dernière question avant de laisser la parole à Nathalie. Que signifie Sudfa dans Sudfa Média? Sudfa, c'est un mot en arabe qui signifie coïncidence ou bien hasard en français.
Et c'est un acronyme, pardon, merci, du Soudan France, voilà. Mais aussi Sotfa, vu que ça signifie en fait voilà, le hasard. Donc voilà, c'est un peu le hasard en fait voilà, de me retrouver aujourd'hui en France parce que quand je suis parti de chez moi, comme beaucoup d'autres Soudanais, je savais pas si j'arrive en France, si je reste en Italie, si je meurs en Méditerranée, voilà, si je reste en Libye, voilà. Donc, c'est le fait d'arriver ici, le fait de résider ici, c'est tout un hasard. Donc, voilà, c'est un mot que ça signifie beaucoup de choses, voilà, politiquement, mais aussi, voilà, socialement. Merci Ahmad. Alors, selon le rapport 2025 de l'ONG Human Rights Watch, les droits humains sont en recul dans plusieurs pays du monde arabe. Alors, Nathalie, en tant que directrice de l'action chez Amnesty International, comment Amnesty analyse-t-elle la situation des droits humains dans cette région? Est-ce qu'on peut réellement parler d'une tendance généralisée, d'un recul des droits humains dans le monde arabe à l'échelle, comme je disais, de l'ensemble du monde arabe? Merci beaucoup, Sarah. Alors, je vais avoir du mal à faire une analyse de tout le monde arabe. Peut-être commencer par dire que on voit, aujourd'hui, on parle beaucoup du Moyen-Orient, et aujourd'hui particulièrement. Je pense que on a tous en tête l'actualité et le fait qu'il y a un embrasement assez marquant dans cette région du monde. Donc, peut-être qu'on peut aborder la question d'une part de l'extension des conflits et la violation du droit international humanitaire, c'est-à-dire le droit de la guerre, ce qui doit normalement protéger les civils. Et puis, il y a aussi la situation des droits humains en général, qu'on ne peut pas complètement distinguer l'une de l'autre, puisque les droits humains, ils doivent être respectés en temps de guerre et en temps de paix. Mais c'est vrai que on a vu, alors tout à l'heure tu as évoqué le non-respect du droit international par Israël, de longue date effectivement, avec toutes les résolutions des Nations Unies qui n'ont pas été respectées et les différentes violences qu'on a pu documenter largement à la fois en Palestine, au Liban, etc. Mais ce ne sont pas les seuls à ne pas respecter le droit international dans cette zone-là. Et tu avais aussi évoqué la guerre au Yémen. C'est vrai que dans le cadre de la guerre au Yémen, les crimes de guerre, les violations du droit international humanitaire ont été extrêmement importantes, et y compris de la part de l'Arabie Saoudite, qui est une des parties au conflit, avec des armes fournies notamment par des entreprises françaises. Un des éléments qui a été quelque chose qui a été dénoncé par Amnesty et documenté par nous. On voit que cette évolution récente, en tout cas, il y a effectivement une escalade et un embrasement dans le Moyen-Orient, qui reflète un recul, peut-être une érosion de l'intérêt qu'il peut y avoir pour certains dirigeants du respect du droit international, qui n'est pas propre au monde arabe, qui est propre peut-être à la période, et qui en tout cas nous marque parce que le droit international humanitaire, le droit international des droits humains, le droit international en général, c'est quand même censé être un langage commun qui nous permet de poser un certain nombre de limites, de dire qu'en temps de guerre, tout n'est pas permis. C'est pas parce que c'est une guerre que tout est permis. Parfois, on entend des choses assez folles comme « mais c'est un acte de guerre, donc c'est d'une certaine manière c'est permis puisque c'est la guerre ». Eh bien non, le droit international humanitaire pose un certain nombre de limites, et ces limites sont censées être acceptées par toutes et tous. Et c'est ça qui permet aussi qu'il y ait un dialogue et qu'il y ait une protection universelle. Ça ne veut pas dire qu'il est respecté partout, et tous les droits sont bafoués partout dans le monde tous les jours. Le droit international ne fait pas exception là-dessus, et ça n'est pas nouveau que le droit international humanitaire et le droit international ne soient pas respectés. C'est quelque chose qui a toujours existé. Et d'ailleurs, en France, le droit pénal n'est pas respecté par tous, et pourtant personne ne dit qu'il faudrait le supprimer et qu'il n'a pas d'intérêt parce qu'il n'est pas respecté. Cette érosion du droit international, effectivement, elle est inquiétante aujourd'hui, et elle est effectivement plus marquée depuis quelques années. Il y a évidemment l'escalade depuis le 7 octobre 2023, mais qui date évidemment de bien avant, avec le génocide à Gaza et la violence dans la région. Il y a ce qu'il se passe en Iran, au Liban et dans toute la région depuis le mois de février avec les annonces de Donald Trump. Voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est comme
une loupe aussi sur une dégradation générale de l'intérêt pour le droit international. Juste dire que ça nous regarde aussi en France quand on entend certains responsables politiques qui, au mois de janvier, au mois de février, que ce soit après l'intervention américaine au Venezuela ou après l'intervention israélo-américaine en Iran, ont largement remis en cause l'intérêt du droit international en considérant que ne pas respecter le droit international face à un État criminel comme l'Iran, finalement, c'était plutôt OK. C'est l'inverse du principe même du droit international et du droit international humanitaire qui pose que tous les civils partout dans le monde doivent avoir accès à la même protection. Et pour revenir sur le sujet plutôt plus général des droits humains aussi, on voit partout dans le monde, et le monde arabe n'y fait pas exception, une augmentation de la répression des sociétés civiles, une augmentation de une sorte de diffusion de pratiques autoritaires, quel que soit le mode, quel que soit le régime, que ce soit une démocratie, que ce soit pas une démocratie, ces pratiques autoritaires, elles se diffusent. On voit de la répression pour des propos, au niveau de la liberté d'expression. L'Arabie Saoudite fait partie de ces pays où la liberté d'expression est largement réprimée, avec des personnes qui sont aujourd'hui emprisonnées pour des tweets. Je voudrais citer le cas de Manal El-Otaibi, qui est une femme saoudienne qui a été emprisonnée pour des tweets où elle dénonçait justement le système patriarcal saoudien, et elle a été mise pendant plus de 5 mois dans une situation de disparition forcée. Elle a été condamnée à 11 ans de prison pour des tweets. L'Arabie Saoudite est un pays qui réprime extrêmement fortement les opposants et tous ceux qui dénoncent le système en Arabie Saoudite, et puis qui recourt largement aux exécutions capitales. Il y a eu un record de 324 exécutions en 2024. Ce sont des chiffres assez terrifiants. Et il n'y a pas tellement de leçons à donner dans ce genre de pays. Et on voit que pourtant, je peux citer l'Arabie Saoudite, je peux citer l'Égypte aussi, dans ces dérives-là. Et ce sont des pays avec lesquels la France commerce et a des relations diplomatiques importantes. Alors, ça fait partie de la diplomatie de parler avec tout le monde, évidemment, mais c'est important aussi de ne pas se cacher derrière la réelle politique pour donner l'impression qu'on accepte un certain nombre de ces dérives-là. Et tout à l'heure, tu citais la Syrie. Effectivement, la Syrie est un pays où il s'est peut-être passé la meilleure nouvelle de ces dernières années dans cette zone du monde, où avec le départ de Bachar el-Assad et une forme effectivement en tout cas d'espoir pour l'avenir. Malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, plus d'1 an après, il y a eu des massacres, notamment de minorités alaouites et druzes, que l'accès à la justice n'est pas encore... il y a encore beaucoup de chemin pour l'accès à la justice, donc il y a un vrai défi aussi pour ces sociétés civiles aussi qui retrouvent une forme de liberté, mais sans de véritables mécanismes de justice, d'accès à la réparation pour les victimes de crimes, comme ça a été le cas en Syrie, dans un pays comme la Syrie. Alors, on parle de droit humanitaire international, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Est-ce que tu peux nous définir le droit humanitaire? Et ensuite, donc on a dit que ce droit n'était pas toujours respecté. Est-ce qu'on assiste à une érosion progressive du droit humanitaire international? Alors, le droit international humanitaire, c'est le principe qu'il y a des limites à la guerre. Donc c'est un droit qui a été notamment codifié après la Seconde Guerre mondiale, avec les conventions de Genève en particulier, et qui est un droit applicable uniquement en temps de guerre, à la fois aux États et aux groupes armés qui participent à un conflit, et qui pose comme principe que les populations civiles doivent être protégées. Et il va poser comme principe, d'une part, principe de distinction, donc on doit faire une distinction entre civils et combattants. On ne peut pas frapper de manière indiscriminée une zone sans faire de distinction entre civils et combattants. Sinon c'est un crime de guerre. Le principe de proportionnalité, il peut y avoir une cible militaire qu'on vise, il faut le fait de cibler cette cible militaire, si elle est dans une zone civile, ça n'est pas une autorisation pour frapper, il faut une proportionnalité, donc il faut épargner un maximum les vies civiles et les vies humaines.
et le principe de précaution. Donc, il faut prendre un certain nombre de précautions, avertir les populations, tout faire pour les épargner. Et par exemple, comme on l'a vu récemment, que ce soit dans les frappes à Gaza ou dans les frappes au Liban, notamment par Israël, le fait de prévenir les populations avec des flyers ou des messages, des coups de fil, ça n'est pas non plus un chèque en blanc pour pouvoir frapper les populations civiles derrière. Il faut que cette précaution, elle soit réelle, elle soit effective, elle soit suffisante. Et ça n'est pas non plus une autorisation. Et donc, le droit humanitaire, il protège les civils, les enfants, tous les malades et les blessés, et les personnels humanitaires, les personnels soignants. Et on sait que frapper des hôpitaux, des centres de santé, c'est un crime de guerre, c'est tout à fait proscrit en droit international humanitaire. Donc ces règles-là, elles permettent d'être d'accord collectivement sur quelles sont les lignes rouges en temps de guerre. Et donc, pour faire une référence récente, quand un chef d'État déclare qu'il prévient à l'avance qu'il va frapper des infrastructures civiles, comme des centrales électriques, il prévient à l'avance qu'il va commettre des crimes de guerre. Ça fait partie, effectivement, de ce qui est protégé par le droit international humanitaire. Il n'empêche pas la guerre, le droit international humanitaire. C'est pas magique. Le principe, c'est qu'il pose des règles, que ces règles permettent de définir ce qui est un crime et ce qui n'est pas un crime, ce qui est une violation, ce qui n'est pas une violation. Et il permet aussi, déjà aux États d'avoir une définition commune de ce qui est permis et non permis, donc de pouvoir se mobiliser pour empêcher que ces crimes soient permis. Et puis il permet aussi d'avoir accès à la justice. Si on peut qualifier un certain nombre de ces d'actes commis par des États ou par des groupes armés de violation du droit international humanitaire, ça donne accès à la justice. Et il est complété par aussi le corpus du droit pénal international, donc qui définit les crimes internationaux, que sont le crime contre l'humanité, le crime de génocide et le crime de guerre. Et il faut savoir aussi que, de manière générale, en temps de guerre et en temps de paix, les droits humains, les droits internationaux des droits humains, la liberté d'expression, d'opinion, de manifestation, le droit à la vie privée, etc., continuent à devoir être garantis aux personnes au titre du droit international. Et donc, sur la question de l'érosion, effectivement, c'est vraiment ce qu'on constate, c'est une forme d'érosion, en tout cas de l'intérêt pour le droit international, en tout cas de l'intérêt des États, de certains États, de leur défense. Et pourtant, paradoxalement, peut-être depuis 2022 et le début de la guerre en Ukraine, en tout cas dans les discussions en France, on n'a jamais autant parlé de droit international. On n'a jamais autant parlé de qu'est-ce que c'est un crime de guerre, qu'est-ce que c'est un crime contre l'humanité. Ça n'a jamais autant intéressé les gens parce que il y a la question de la résurgence des conflits et des débats qu'il y a autour de est-ce que c'est important de respecter ou pas le droit international. Donc il y a une inquiétude qu'on a collectivement du mépris qu'il peut y avoir pour des grandes puissances comme les États-Unis, Israël, la Russie, d'autres, l'Arabie Saoudite ou d'autres, pour les vies humaines et pour le respect du droit, qui donne l'impression d'une sorte de relativisme et d'un non-intérêt. Et nous, on appelle à ce que l'importance du droit pour la protection des vies civiles ne soit pas abandonnée, et les sociétés civiles peuvent se mobiliser aussi pour demander le respect de ce droit, parce que c'est ça qui permet aussi d'avoir une approche universelle justement de l'importance de protéger les vies civiles. Alors, est-ce qu'on a une tendance actuellement au non-respect du droit international humanitaire, ou ça date depuis déjà un peu de temps? Il y a jamais eu un moment une tendance de meilleur respect du droit international humanitaire. Enfin, les guerres ne sont il n'y a pas de guerre où il n'y a aucun crime qui est commis contre les civils. Je pense que Ronnie Broman dit à peu près la même chose. En revanche, il y a aujourd'hui clairement, de la part de notamment certaines puissances qui ont été actrices aussi dans la construction de l'héritage collectif du droit international, il y a une position aujourd'hui de mépris pour le droit international qui est particulièrement inquiétante pour l'ordre international en général. C'est clairement une tendance
de dégradation et qui nous inquiète énormément. Enfin, c'est à la fois dans le fait qu'il y a moi, j'ai été surprise d'entendre certains responsables politiques récemment en France dire que bon, les Nations Unies, ça servait pas à grand chose et peut-être qu'il fallait y mettre fin. Que le droit international, c'était quelque chose de qui n'avait pas forcément, qui n'était pas le plus important dans le cadre du règlement des conflits. Et aujourd'hui, on voit un intérêt grandissant pour le recours à la force et une forme de loi du plus fort et de fonctionnement par la menace. Et on attend de nos gouvernants qu'ils rappellent l'importance du droit international, qui est la règle commune entre les États pour tenter de protéger les vies civiles et l'essentiel. Donc oui, il y a une érosion actuelle, c'est une tendance qui est extrêmement dangereuse. Et la multiplication des conflits, que ce soit le conflit au Soudan, celui aujourd'hui au Moyen-Orient ou ailleurs, aujourd'hui, on a l'impression que ça n'est plus le recours au droit qui est mis en avant comme étant finalement la langue commune qui permet de au moins protéger les populations. Merci Nathalie. Alors même lorsque le droit existe, encore faut-il pouvoir agir sur le terrain. Alors, on est en présence de Ronnie Broman. Au fil des années, vous avez travaillé sur de nombreux terrains de crise à travers le monde. Comment décririez-vous aujourd'hui la situation humanitaire dans les pays du monde arabe où des crises profondes s'installent parfois depuis de nombreuses années, des décennies même? Et vous pouvez notamment, vous n'allez pas faire tous les pays du monde arabe, mais en sélectionner certains qui vous ont particulièrement marqué. Oui, bonsoir. Nous avons convenu quand même juste avant que ce serait essentiellement sur la Palestine, à la fois parce que c'est là que la situation est la plus grave, qu'elle est dans tous les esprits et qu'elle a une résonance internationale, même si, bien entendu, on pourrait... Enfin, bon, on a eu un aperçu de ce qui se passe au Soudan. On a plus ou moins en tête la crise du Yémen, sur laquelle je nuancerais tout de même cet avis des Nations Unies qui, depuis des années, parle de plus grave crise humanitaire du monde. Je nuancerais sur deux points. D'abord, je ne sais pas ce que c'est qu'une crise humanitaire. Je sais ce que c'est qu'une crise des moyens d'existence. Je sais ce que c'est qu'une famine, une guerre, des blessés, une épidémie, que sais-je. Mais une crise humanitaire, je sais ce que c'est qu'une crise cardiaque, mais je ne sais pas ce que c'est qu'une crise humanitaire. J'en parle jamais. Enfin, je n'utilise jamais cette formule que je trouve trompeuse et dont je pense qu'il faut garder à l'esprit que son premier usage international a été en juin 1994, à la demande des États-Unis, lors d'une résolution du Conseil de sécurité qui appelait au déploiement d'une force le long de la frontière du Rwanda après le génocide. Enfin, alors que d'ailleurs le génocide était encore en cours, et les Américains ont insisté pour que le terme génocide ne figure pas dans la résolution, et on a trouvé la formule crise humanitaire particulièrement grave. Donc on a augmenté un peu le niveau du sérieux de la chose, mais enfin c'était quand même un acte de dissimulation d'une réalité. Et bien entendu, la plupart du temps, c'est en toute bonne foi que cette formule est utilisée. Elle n'est pas, quand des journalistes ou des humanitaires d'ailleurs l'utilisent, ça n'est pas pour cacher quelque chose. Mais je pense que c'est une facilité qu'on ne devrait pas s'autoriser, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom si on veut comprendre quelque chose. Permettez-moi juste de rebondir sur ça. Alors, comment vous décririez la situation au Yémen, par exemple? Guerre et famine. Guerre et famine, très bien. C'est pas plus long et c'est plus concret. Ça dit aussi quelque chose sur ce qu'on doit faire. Par exemple, peser sur les livraisons d'armes de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, qui sont très actifs au Yémen contre les Houthis. Et ainsi de suite. Famine, ça veut dire aide alimentaire. Quand vous dites crise humanitaire, on dit « Oh, ça va pas très bien ». Mais qu'est-ce qui ne va pas bien? On ne sait pas trop. Et puis la deuxième chose, c'est, je pense qu'il est erroné, il est trompeur de faire une sorte de palmarès mondial des crises et de la souffrance humaine. Les Nations Unies ont à plusieurs reprises partagé entre Yémen, Corne de l'Afrique, Soudan, depuis une dizaine ou une douzaine d'années, avec d'ailleurs la contribution plus ou moins distraite, plus ou moins bienvenue de certaines ONG, et une sorte de
top 10 des crises humanitaires, justement, selon donc bien mal nommé, que je trouve personnellement déplacé. Enfin, comment est-ce qu'on mesure ce que c'est que la souffrance humaine au Yémen, au Soudan, en Ouganda, en Somalie, etc. Je trouve que c'est tout à fait déplacé. Il y a des situations sérieuses qui appellent une réaction à la fois diplomatique, politique, économique, assistentielle. Ça, oui, ça, c'est concret. Ça nous dit quelque chose, ça nous parle. Mais un palmarès, pourquoi faire? Il y a vraiment... Alors là, il y avait, par exemple, en Israël, on explique avec insistance que le Soudan et le Yémen sont les 2 premières crises humanitaires au monde. Alors arrêtez de nous embêter avec la Palestine, parce que nous, on envoie, comme le rappelait Nathalie, des flyers ou des SMS pour prévenir qu'on va faire des bombardements. On se comporte bien avec les gens, c'est de l'autre côté qui nous force à être brutaux, etc. Mais les vraies crises humanitaires, c'est ailleurs qu'elles se passent. Voilà, l'un des nombreux pièges de choses. Alors, j'en viens aux propos assez rapidement. En Palestine, dans l'histoire récente de la Palestine, disons depuis la création d'Israël, depuis la Nakba, l'expulsion des Palestiniens, la situation n'a jamais été aussi dégradée. Ça n'a jamais été aussi effroyable que cela. D'abord, la mortalité, elle est 10 fois plus élevée qu'à peu près tous les conflits qui ont éclaté dans cette région entre, disons, à l'initiative d'Israël, mais dans le conflit israélo-palestinien. Le nombre de morts, on l'estime officiellement à 72 000, mais en réalité, il est bien plus élevé. Pas forcément 2 ou 3 fois plus élevé, comme certains le disent, ça je ne le pense pas, mais il doit être de l'ordre de 100 000 morts, à peu près. Et si on ajoute à 100 000 morts directs, c'est-à-dire tués par les balles, les éclats, ou les effondrements, ou la suite des blessures. Ça, c'est... Maintenant, il y a tous ceux qui meurent faute de soins parce qu'ils ont une maladie chronique, une hypertension, une insuffisance cardiaque, un cancer, que sais-je, et qui étaient soignés jusqu'alors et qui sont impossibles à soigner ensuite. Et donc, la maladie est souvent mortelle et donc elle débouche. Et ce n'est pas la maladie qui tue, c'est la guerre qui empêche les soins que nécessite la maladie qui tue. Donc, voilà. Probablement plus de 100 000. Et sur cette proportion, selon les données de l'armée israélienne, c'est environ 8 000 combattants qui ont été tués. Donc 8 000 combattants sur, disons, 90 000, 100 000 morts. Enfin, tout ça est très approximatif, mais l'ordre de grandeur, lui, il ne l'est pas. C'est bien celui-là. Ça veut dire que plus de 90% des victimes sont des civils. Je ne dis même pas des non-combattants, je dis des civils. Car, petite précision par rapport à ce que disait Nathalie, ça n'est pas entre combattants et civils que la distinction des autres fait, entre combattants et non-combattants. C'est-à-dire, un combattant hors de combat devient un non-combattant et doit bénéficier de la protection des puissances belligérantes. C'est-à-dire, il est en quelque sorte neutralisé, soustrait à la logique de la confrontation mortelle et restitué à l'humanité. C'est ça l'idée des fondateurs des droits humanitaires. Donc là, je parle même de civils. Hein, ce sont les Nations Unies qui ont, et d'ailleurs elles l'ont payé cher, qui ont déclaré, notamment l'UNICEF, que Gaza était le plus grand cimetière d'enfants, était le lieu où le nombre d'enfants tués par la guerre dépassait largement la somme de tous les conflits cumulés depuis ces 40 dernières années. Et on pourrait dire autant des femmes qui ont été tuées avec la particularité, enfin, qui n'est pas une particularité si nette que ça, mais tout de même qui mérite d'être souligné, c'est que à Gaza, les femmes ne sont jamais des combattantes. Il y a des endroits où les femmes sont combattantes. À Gaza, les femmes ne sont jamais des combattantes. Et on déplore, je ne sais plus, 30 000 femmes qui ont été tuées. Bref, Gaza est un charnier de civils, mais à cela, il faut ajouter le fait que Gaza est un camp fermé
et que la surface de ce territoire bouclé était déjà très limitée, en gros 30 km sur 10, enfin 350 km² à peu près. Sur cette surface très limitée, maintenant, les 2/3, enfin presque les 2/3, sont sous occupation directe israélienne. Jusqu'alors, c'était sous occupation indirecte, c'est-à-dire une occupation de l'extérieur, du haut, du dessous, ou de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Là, maintenant, les Israéliens occupent 60% du territoire, avec en plus une limite qui est mobile, qui change tout le temps, ce qu'on appelle là-bas une ligne jaune, parce qu'il y a quelques plots jaunes qui sont disposés le long de cette limite virtuelle que personne n'est capable de tracer, mais que chacun doit connaître, parce que c'est la peine de mort pour ceux qui l'ont oublié. Et il y a tous les jours des morts, c'est là ce qui explique, entre autres, le fait qu'il y a près de 700 morts depuis ce qu'on appelle un cessez-le-feu, quand même un terme qui devrait vouloir dire quelque chose. Cessez-le-feu, ça veut dire on arrête de tirer. Ah non, on tire tous les jours à Gaza. Un cessez-le-feu à l'israélienne, un peu comme on parlait de divorce à l'italienne, ça veut dire on tue la femme, comme ça on n'a plus besoin de divorcer. Eh bien là, c'est à peu près quelque chose du même ordre qui se passe. Et donc environ 2 millions de personnes vivent dans un réduit qui est celui de 40% du territoire de la bande de Gaza, dans une promiscuité effroyable. On a tous quand même quelques images en tête. Enfin, je ne vais pas entrer dans le détail de ce que c'est que la promiscuité, mais imaginez la toilette, les besoins naturels, la chasse à la nourriture quotidienne. Enfin, tout est affaire d'humiliation. La violence sociale, la violence symbolique s'exerce de façon constante sur la population palestinienne de Gaza, du simple fait des conditions d'existence abominables et qui ne font que s'aggraver au jour le jour, en sachant que les Israéliens qui contrôlent les entrées et les sorties avaient parlé d'une ouverture possible. Ça devait faire partie du plan Trump, mais cette ouverture, elle laisse passer que quelques personnes chaque jour, quelques dizaines de personnes chaque jour, pas les centaines ou les milliers que nécessiterait par exemple l'évacuation des blessés et des malades graves qui ont besoin de soins extérieurs, soins qui ne peuvent plus être produits, parce que la quasi-totalité des hôpitaux de Gaza, tous les hôpitaux de Gaza ont été touchés, la quasi-totalité est inopérante et reste dans plusieurs hôpitaux quelques secteurs qui sont opérants, notamment ceux où travaillent Médecins sans frontières, l'hôpital de Nasser, de Khan Younes, pour ceux qui connaissent. Donc, la nourriture est très insuffisante, très déséquilibrée, les soins sont intermittents, les conditions de vie sont ceux d'un entassement les uns sur les autres dans des tentes qui ne protègent pas du froid, des intempéries, à peine des intempéries, et certainement pas de la mitraille israélienne. Voilà ce qui, ce dont on peut, enfin, on pourra encore ajouter, mais je m'arrête là pour ce qui est de Gaza. Et en Cisjordanie, j'ajoute parce que déjà Gaza a été en quelque sorte évincé de la scène médiatique, de la scène publique, du fait de la guerre d'Iran, mais Gaza même avait évincé de la scène publique la Cisjordanie. Et on a tendance à oublier que pour les Israéliens, c'est la Cisjordanie qui est le gros morceau. C'est ça qu'ils veulent avaler, digérer. C'est la Cisjordanie qui doit être vidée en priorité. À la rigueur, on peut s'accommoder d'une espèce de camp. Gaza a toujours été un camp de réfugiés dans l'esprit des Israéliens, une espèce de lieu où on repousse les gens, enfin les Palestiniens, qu'on chasse de leur village, de leur ville, et qu'on regroupe de façon forcée à Gaza. En Cisjordanie, c'est différent. Il y a des surfaces agricoles importantes, des ressources territoriales importantes, des ressources symboliques aussi importantes, des synagogues, des lieux archéologiques. Et donc, pour les Israéliens, c'est la priorité. Et actuellement, elle se traduit par 900 barrages et checkpoints qui se sont donc, ils étaient déjà là, mais ils se sont multipliés et intensifiés,
des attaques absolument quotidiennes, incendies de véhicules, incendies de récoltes, arrachage d'arbres, arrachage de récoltes, dressage de barrages pour empêcher les agriculteurs palestiniens de se rendre dans leurs champs, et ainsi de suite. Donc il y a une stratégie de harcèlement que je qualifierais de politique de l'épuisement ou de politique du désespoir. Et ça commence à marcher. Commence d'ailleurs, serait-il possible d'imaginer que ça ne marche pas quand tous les droits et toute la force sont d'un côté et la vulnérabilité à peu près totale de l'autre, compte tenu des conditions d'existence, des conditions de vie, des conditions du pouvoir policier et du pouvoir militaire en Cisjordanie. Et j'entendais il y a peu Smotrich, qui, donc le ministre israélien, une espèce de nazi, l'un des nazis présents au gouvernement, dont la fonction principale, je le rappelle, enfin je l'indique, est de faire passer Netanyahou pour un modéré. C'est ça le paysage politique offert par le gouvernement israélien. Et Smotrich disait que, contrairement à ce que pensent les belles âmes, les bons esprits, comme les gens qui sont réunis ici, par exemple, c'est le genre de personnes qu'il avait en tête, pousser les Palestiniens au désespoir, ça n'est pas du tout se mettre dans une situation de contre-attaque possible et tout. C'est la seule condition qui permettra à Israël d'assurer sa sécurité. Et ce que veut Israël, ça n'est pas la paix, c'est la sécurité. C'est important d'avoir ça en tête. La paix est le cadet des soucis des Israéliens. Ce qui préoccupe les Israéliens, c'est leur propre sécurité, et ils ont acquis la conviction que seule la force leur procurera cette situation. Voilà ce qui peut résumer, ce qui permet de comprendre la logique israélienne de « on casse tout autour de nous » parce qu'il s'agit d'affaiblir tout le monde. Et du côté des Palestiniens, la situation de désespoir est celle qui permettra aux Israéliens de penser qu'ils ont abandonné toute perspective d'émancipation, qu'ils ont abandonné toute revendication sur la terre de Palestine. C'est ça que veut dire le désespoir dans la mentalité de cette partie-là du sionisme. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Je suis allée écouter une conférence de Madame Chénil Gendron, qui est un professeur de droit international à la retraite, et qui suggère, et je pense qu'elle a raison, que l'ONU est arrivée au bout de tout ce qu'elle pouvait faire depuis 1945, et que maintenant, au lieu de faire une organisation des États, on pourrait faire une organisation des peuples, ce qui permettrait de ne pas avoir certains qui auraient des droits plus que les autres, c'est-à-dire les 5 qui ont droit de veto, et qui permettrait à tous les peuples, comme les Kurdes par exemple, qui n'ont pas d'État, et d'autres peuples en Afrique et ailleurs, à exister dans une communauté internationale qui serait refondée, non pas sur le droit des États, mais le droit des peuples. Voilà. Alors je vous demandais, qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Alors, je n'ai pas forcément d'avis sur cette proposition, en particulier de Madame Chénil-Gendron, mais c'est vrai que, en fait, le fait de défendre le principe du multilatéralisme ne veut pas dire qu'on défend l'état des Nations Unies actuellement, et surtout l'état de blocage dans lequel est le Conseil de sécurité aujourd'hui, parce que effectivement, le Conseil de sécurité, avec notamment le fait qu'il y ait un droit de veto des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, aujourd'hui crée une situation de blocage et de non-solution, ni la guerre au Soudan depuis 2023, où il n'y a pas eu de résolution du Conseil de sécurité permettant de protéger les populations civiles, ni la situation à Gaza, le génocide à Gaza, la situation en Cisjordanie ou ailleurs, n'ont donné lieu à des solutions qui ont été trouvées par le Conseil de sécurité. Donc il y a besoin certainement de réformer les Nations Unies aujourd'hui, et notamment de faire en sorte que de sortir d'une approche où il y a des restes de colonialité dans les Nations Unies actuellement, et de rapports nord-sud qui sont hérités en fait de ce qu'était le monde après la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a besoin de cette réforme-là certainement pour que les États retrouvent un espace où il y a un dialogue possible
Alors je sais, on n'a pas, j'ai pas de recette mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, il y a aujourd'hui un échec du système tel qu'il est aujourd'hui, mais ça n'empêche que nous, on défend le principe qu'on doit trouver une manière de réinventer le multilatéralisme pour ne pas faire en sorte que ce soit finalement des solutions uniquement basées sur la loi du plus fort et le chacun pour soi qui fonctionnent à la fin. Et il faut trouver une réforme. Alors, je ne sais pas si c'est celle que propose cette personne qui serait pertinente, mais en tout cas une manière de réformer pour que le multilatéralisme puisse être à nouveau source de solutions pour les règlements des conflits et la protection des civils et le respect du droit. Voilà. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Nathalie Godard, mais je voudrais rajouter le fait que Monique Chemillier-Gendreau, donc cette professeure de droit international qui a cette proposition, qui est une personne qui a une très très grande expérience des instances internationales, à plaider à la Cour internationale de justice, devant la Cour pénale internationale, etc. Elle fait une distinction qui me semble très importante à rappeler entre l'ONU, qui n'a rien d'une instance multilatérale, qui est un directoire des puissances issus directement de la Deuxième Guerre mondiale, des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, qui n'est pas une instance multilatérale, et dont on voit aujourd'hui qu'en effet, elle est totalement épuisée. L'ONU ne sert aujourd'hui strictement à rien, à part Gutiérrez se fait traiter d'antisémite, il est interdit de séjour au Soudan, en Israël, enfin, personne non grata, pas interdit de séjour, pardon. Bref, enfin, on n'insiste pas. L'ONU n'a absolument aucun pouvoir d'influence, rien. En revanche, les agences des Nations Unies, le HCR, l'UNICEF, l'OMS, le Programme alimentaire mondial, je cite ces quatre-là parce que c'est les quatre qui sont partie prenante à l'aide internationale et qui font de l'aide humanitaire, sont extrêmement importantes. Et l'UNRWA, pour revenir sur la Palestine, a joué un rôle absolument éminent, très, très, très grand, très positif pour les Palestiniens. Donc sauvons les agences des Nations Unies, mais oublions en effet l'ONU au profit d'une Assemblée mondiale des peuples. Comment la faire, ça c'est une autre affaire. Mais... Oui, merci. Je voudrais revenir sur la question de la justice. Est-ce qu'on peut imaginer ou espérer que Amnesty International, par exemple, et Médecins sans frontières, qui sont sur le terrain, puissent monter un dossier avec tous les crimes humanitaires et de guerre qui se déroulent dans la région, pour un jour espérer une justice? Alors, je vais répondre pour Amnesty International et pas pour MSF. Alors, à Amnesty International, notre travail, c'est d'enquêter, de documenter les crimes. C'est ce qu'on a fait. Alors, pas seulement à Gaza, hein, dans la région, on l'a fait dans de multiples pays. Donc, on documente et on qualifie en droit. C'est notre analyse. Et cette documentation, très souvent, on va la transmettre à la Cour pénale internationale pour qu'elle puisse servir justement les enquêtes de la Cour pénale et ses procédures. Et ce qui est important, c'est qu'il puisse y avoir des enquêtes indépendantes, et notamment que la Cour pénale internationale, qui est compétente pour connaître, pour enquêter sur les crimes internationaux, donc crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, qui sont commis alors, dans leurs compétences, c'est-à-dire que la Cour pénale internationale, elle est compétente si soit l'État où s'est déroulé le crime est parti à la Cour, c'est-à-dire qu'elle a signé le traité de Rome, soit que celui qui a commis soit que la victime ou l'auteur a été effectivement le pays de nationalité a signé le traité de Rome. Donc la Cour pénale internationale, elle s'est saisie de la situation à Gaza et en Palestine. Et elle a non seulement elle a lancé des mandats d'arrêt internationaux contre Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant et contre les dirigeants du Hamas pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Donc il y a aujourd'hui une procédure qui est menée et à laquelle les différentes organisations qui ont pu documenter
les actes de l'armée israélienne peuvent contribuer, ou les actes du Hamas d'ailleurs, on peut y contribuer. Et on le fait non seulement pour la situation à Gaza, mais pour, encore une fois, toutes les procédures auxquelles on peut contribuer de notre côté. Et puis il y a un autre accès à la justice qui est possible et auquel nous on peut essayer d'amener notre contribution, c'est de passer par ce qu'on appelle la compétence universelle, c'est-à-dire la manière dont peuvent avoir des tribunaux d'autres pays de se saisir des crimes internationaux. Donc, encore une fois, crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Le principe de ces crimes, c'est que, normalement, les auteurs de ces crimes ne doivent être tranquilles nulle part. Donc, n'importe quel pays, en utilisant la mécanisme de la compétence universelle, devrait pouvoir traduire en justice des auteurs de crimes internationaux s'ils arrivent dans le pays, ou si des victimes de ces crimes sont de la nationalité. Donc, il y a des procédures qui ont eu lieu en France, en Allemagne, en Belgique, pas mal de pays, notamment concernant la Syrie. Donc, la compétence universelle, elle permet que d'autres pays s'en saisissent. En France, il y a encore des obstacles pour que la France se saisisse complètement de crimes commis à l'étranger, de crimes de ce type-là commis à l'étranger. Il y a ce qu'on appelle des verrous qui ne permettent pas de complètement actionner cette compétence-là. Mais on travaille pour essayer de convaincre à lever ces verrous-là et que la France puisse vraiment contribuer à la justice internationale. Mais avant de pouvoir accéder à la justice, il faut pouvoir enquêter. Et c'est pour ça que très souvent, ce que l'on va vraiment demander, c'est que les enquêteurs de la CPI aient accès au terrain, qu'il puisse y avoir des enquêtes qui soient menées pour que l'ensemble de la procédure soit conduite. Et on voit, par exemple, au Soudan, il y a eu des procès devant la Cour pénale internationale de dirigeants soudanais, Janjaweed notamment, et avec des condamnations récentes pour l'ancien président Omar el-Béchir de guerre à l'automne dernier. Et l'ancien président Omar el-Béchir a un mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité et crimes de génocide qui a été délivré par la Cour pénale internationale. Voilà, ce sont vraiment... Aujourd'hui, la Cour pénale internationale, c'est un levier essentiel en fait dans la lutte contre l'impunité. On sait qu'elle est aujourd'hui extrêmement menacée. Il faut prendre conscience de la fragilité de cette cour qui est récente, mais qui a un rôle essentiel pour essayer de mettre fin à ce cycle d'impunité qui en fait va contribuer à l'érosion du droit international dont on parlait tout à l'heure. Ma question à M. Broman, vous étiez un ancien humanitaire. Je voulais savoir quel est le but, le retrait de la bande de Gaza a été, la gestion de la bande de Gaza a été confiée à des narcocriminels, à des anciens voyous, et qui arabes et palestiniens qui s'avère qu'ils pillaient l'aide humanitaire destinée aux populations gazaouis. Il s'avère que cette même politique a été autorisée, a été déjà testée par le gouvernement israélien au sud du Liban, mais aussi même dans les quartiers arabes israéliens sont confiés systématiquement à des narcocriminels, à des bandes de voyous, la gestion de la cité. Quel est le but justement de cette politique en fait confier la gestion des cités, des quartiers à des bandes criminelles? Quelle est justement la raison profonde, l'objectif profond qu'on atteint par cette politique, même globalement? Oui, en effet, vous faites bien de rappeler, enfin d'indiquer ce fait qui est notamment à Gaza, mais également en Cisjordanie. Mais enfin, c'est bien plus net à Gaza parce que là, ça prend une dimension matérielle très repérable. Des gangs liés à quelques grandes familles palestiniennes, enfin en tout cas gazaouis, sont aujourd'hui totalement main dans la main avec les forces d'occupation israéliennes pour prendre possession de l'essentiel de Gaza. Et Israël a, pendant des mois et des mois, contribué au pillage de l'aide
internationale, au pillage des camions qui rentraient à Gaza, en tirant sur les policiers gazaouis, les policiers palestiniens qui protégeaient l'arrivée des camions lorsqu'ils passaient le terminal de Kerem Shalom, c'est-à-dire celui qui sépare le territoire israélien de la bande de Gaza. Et ces policiers étaient donc tués, ou en tout cas attaqués par les snipers israéliens, au nom du fait que, puisqu'ils étaient policiers, dans un endroit contrôlé par le Hamas, c'était des gens du Hamas, donc des terroristes, donc ils méritaient d'être tués. Et ce faisant, ils livraient l'aide humanitaire, ou l'aide en général, mais enfin disons l'aide humanitaire essentiellement, au plus fort, c'est-à-dire à des gangs armés, qui étaient d'ailleurs armés par l'armée israélienne, parce qu'on ne s'arme pas comme ça à Gaza, il faut quand même avoir quelques relations pour le faire. Et donc, ils se rétribuaient de cette manière-là, ils continuaient à s'enrichir alors qu'ils étaient déjà assez riches. Alors, bon, ça, c'est le comment. Maintenant, le pourquoi, qui était essentiellement dans votre question, ben, je pense que c'est la manière que les Israéliens ont trouvé la plus commode et la plus rentable de s'assurer la maîtrise de ces territoires, de s'assurer le contrôle matériel, l'affaiblissement de toute force de résistance, la division maximum au sein de la population palestinienne, que ce soit à Gaza ou ailleurs, avec, en gardant à l'esprit que le rêve final, certains y croient complètement, d'autres à moitié, tous espèrent plus ou moins que ça va se faire, mais ils n'ont pas forcément la certitude que ça arrivera. Mais en tout cas, que, in fine, tout ce monde s'en aille. C'est ça, donc c'est ce dont je parlais au moment, enfin, comme stratégie ou politique du désespoir. C'est dans cette perspective-là que, selon moi, cela s'inscrit. En parlant de la justice internationale, moi, ce qui me trouble beaucoup, c'est que, par exemple, des gens comme Pinochet, on n'a jamais envisagé de procès contre lui, contre les dirigeants américains, avec ce qu'ils ont fait au Vietnam, etc. On ne va pas remonter jusqu'au colonialisme, ça serait trop important. Mais moi, on a l'impression que c'est toujours un peu dirigé vers le même genre de dirigeants. Et là, à aucun moment, on a parlé de Netanyahou, là. Si, maintenant, ça y est. Et ça va aboutir. Et bien sûr, on met tout de suite en parallèle le Hamas, parce que ça pourrait peut-être choquer les populations. Bref, bon, ça, c'est une chose. Voilà. Mais aussi, régulièrement, on nous parle de la démocratie, le pays démocratique qu'est Israël. Alors, je ne sais pas, quels sont les critères retenus pour être appelé un pays démocratique? Est-ce que le fait de commettre un génocide n'écarte personne d'être un pays démocratique? Est-ce que c'est simplement le fait de laisser les gens voter? Je ne vois pas quels sont les autres critères. Alors, je ne vais pas être compétente sur tout. Sur la question de la justice que vous posez au début, effectivement, un des reproches, une des critiques légitimes qui est faite aujourd'hui à la Cour pénale internationale, c'est qu'effectivement, elle s'est souvent adressée, elle a souvent intéressé à des conflits dans les pays du Sud. Et qu'on a la situation au Soudan, dans un certain nombre de pays d'Afrique. Aujourd'hui, il y a Duterte qui est jugé. Voilà. Mais quand il s'agit de mettre en cause les Américains en Afghanistan, de mettre en cause Israël, effectivement c'est récent, mais c'est un pas, ou de mettre en cause les Européens, c'est beaucoup plus rare, et donc ça crée un sentiment pour un certain nombre de ressortissants de pays dits du Sud que c'est à double tranchant, que c'est à double standard, que finalement la Cour pénale internationale ne s'intéresse qu'à une partie des crimes. Et donc, il y a un vrai défi, effectivement. Il y a un vrai défi qu'elle puisse répondre à cet enjeu-là, avec la difficulté aujourd'hui que les États-Unis ne sont pas partis au traité, donc ne peuvent pas être traduits devant la Cour pénale internationale. Il ne peut pas y avoir d'enquête. Et que dans le cas d'Israël, il y a eu donc une décision de la Cour pénale internationale que, comme en ayant reconnu l'État de Palestine, qu'ils pouvaient connaître des crimes dont étaient victimes les Palestiniens. Et donc, ils ont décidé d'ouvrir une enquête.
Et effectivement, on voit ce que ça a déclenché, c'est qu'aujourd'hui, il y a des sanctions qui ont été prises contre les juges de la Cour pénale internationale par les États-Unis. Ces sanctions sont clairement liées au fait d'avoir lancé des mandats d'arrêt contre les dirigeants israéliens. Et ces sanctions, aujourd'hui, font que ces juges ont leur vie qui est absolument entravée. C'est-à-dire ils n'ont plus accès à, leur compte en banque, leurs emails, etc. Enfin, il y a eu pas mal de témoignages, notamment du juge Nicolas Guillou, qui est un juge français, qui a raconté ça beaucoup. Et aujourd'hui, on sait que les États-Unis ont la Cour pénale internationale dans le viseur et qu'il n'est pas impossible qu'ils prennent des sanctions contre cette Cour et qu'ils aient vraiment comme objectif de la mettre à bas. Donc on est effectivement très inquiet. Voilà, mais ça n'enlève rien au fait qu'il y a ce défi pour la Cour de réussir à changer aussi son image, mais je rappelle aussi que c'est très récent, le Cour pénale internationale, traité de Rome, c'est 98, l'ouverture de la Cour, c'est le début des années 2000, c'est très récent. C'est aussi la notion même de justice internationale est récente. Donc, je pense qu'il faut aussi voir les progrès incroyables qui ont lieu. Moi, quand j'étais étudiante en droit, on discutait du statut de Rome. C'était quelque chose, qu'on n'imaginait pas que ça puisse arriver, et c'est arrivé. Et donc, c'est un progrès. Et il faut aussi l'accompagner. Mais la Cour pénale internationale ne pourra rien sans le soutien des États. Elle n'a pas de police, elle ne peut pas arrêter des gens, elle ne peut rien faire sans que si les États aux parties ne la soutiennent pas financièrement, symboliquement, politiquement. Et aujourd'hui, on voit qu'elle est affaiblie par le manque de soutien et d'engagement des États partis. Donc ça, c'est sur la question de la justice. Sur la deuxième question que vous posez, alors je ne suis pas compétente pour dire ce qu'est une démocratie ou ce qui n'est pas une démocratie. Ça n'est pas une question, parce que nous, notre domaine à Amnesty International, c'est le respect du droit international et des droits humains, quel que soit le régime politique, démocratique ou non démocratique. Et je dirais que notre expérience, c'est que des crimes internationaux, des violations du droit international peuvent être commis à la fois par des démocraties et par des pays qui ne sont pas démocratiques, malheureusement. Donc voilà, je peux juste prononcer là-dessus. Et après, le constat qu'on fait par rapport à Israël, c'est un recul des droits et libertés et de l'état de droit en Israël, qui sont des signaux inquiétants aussi du rapport au droit, du rapport à la protection des libertés, des droits et des droits humains, qui vont avec cette dégradation du rapport à la protection des personnes. Et évidemment, le fait d'être responsable aujourd'hui du crime de génocide à Gaza n'a rien à voir avec le fait d'être une démocratie ou pas une démocratie. Je pense qu'il faut distinguer absolument ces deux éléments. Ni de même les personnes qui disent c'est la première démocratie du Moyen-Orient et donc ils sont irréprochables, c'est un argument qui ne vaut pas, mais qui ne vaut pas dans l'autre sens non plus. Honnêtement, pour moi, ce sont deux éléments différents. Et surtout, je ne suis pas apte à juger ce qui est une bonne démocratie ou ce qui n'est pas une démocratie. Par contre, notre travail, c'est de dire quand les droits humains sont respectés ou pas. Et là, effectivement, ça n'est pas le cas. On va introduire un peu de désaccord dans cette assemblée peut-être trop homogène. Moi, je pense que la question que vous avez posée est extrêmement importante parce que l'appartenance au club très exclusif des démocraties emporte avec elle toute une série d'avantages. Par exemple, celui de pratiquer l'apartheid ou de commettre un régime, de commettre une guerre, de s'engager dans une guerre génocidaire sans encourir la moindre sanction, au nom du fait que les démocraties doivent s'entraider face aux dictatures qui n'interrompent jamais leur solidarité. Hein, c'est un des tropes, un des éléments de langage principaux qui n'est pas en soi d'ailleurs stupide, qui est tiré de la guerre d'Espagne par, disons, l'ensemble de la mouvance dite antitotalitaire, où on constate qu'en Espagne, les dictateurs ont été les apprentis dictateurs, tandis que les démocraties ont laissé tomber les démocrates pendant la Révolution espagnole. C'est factuel, c'est tout à fait vrai, et cela sert à conforter Israël, en l'occurrence, mais ça pourrait être un autre pays, en l'occurrence
c'est Israël dans son statut, comme Nathalie le rappelait, de seule démocratie du Proche-Orient. Moi, je pense qu'on ne peut pas appeler, et je pense qu'il faut se battre sur ce terrain-là pour contester à Israël le droit de s'appeler une démocratie et contester ceux qui appellent une démocratie, contester ce fait-là, car quand on pratique la dépossession, le vol de terre, l'apartheid, le génocide, et d'une certaine manière, avant même la guerre de Gaza, quand on installe une autorité sur une population qui connaît plusieurs catégories juridiques, on est, du fait de ces régimes juridiques totalement distincts, dans un système d'apartheid. Alors si l'apartheid est compatible avec la démocratie, je ne sais plus ce que veut dire la démocratie. On le voit d'ailleurs avec cette récente loi qui vient d'être votée par le Parlement israélien concernant la peine de mort pour les, entre guillemets, terroristes palestiniens. Aucun pays au monde, même les dictatures les plus installées, ne ferait une loi qui s'applique à la moitié de la population qu'elle contrôle et qui épargne l'autre moitié, que je rappelle que sur la Palestine historique, il y a moitié de Palestiniens, moitié de Juifs. C'est comme ça que se répartissent. Pour une bonne partie des Palestiniens, la réalité quotidienne, c'est qu'ils n'ont aucun droit face aux Israéliens qui ont absolument tous les droits. Donc cet apartheid-là, il est massif, il est constant, il a été prolongé par la guerre génocidaire menée à Gaza. Et donc je pense qu'il faut appeler Israël par son nom, qui est un régime colonial, qui se livre à des actions qui sont celles qu'ont menées les régimes coloniaux dans leur ensemble, et qu'on ne peut pas être à la fois un régime colonial et une démocratie. En fait, je ne voudrais pas laisser donner l'impression que nous ne sommes pas en accord. Je disais juste, puisque Amnesty a quand même qualifié la situation en Israël d'apartheid, donc on est absolument en accord à ce sujet. Mon propos est juste de dire que nous, notre rôle à Amnesty International, c'est de qualifier juridiquement par rapport au droit international. C'est pas, on n'a pas de critères pour dire ce qui est une démocratie ou pas une démocratie, puisque pour le coup, ça n'est pas un sujet de droit international. Voilà, mais tout à fait en accord avec le fait que, avec la qualification d'apartheid évidemment, et le recul des droits et libertés, pour le reste, voilà, c'est juste pas le rôle d'Amnesty de se prononcer là-dessus. Juste une précision, c'est pas celui de Médecins sans frontières non plus. Je m'exprime ici à titre personnel, hein, je représente pas une institution. Alors, oui. Moi, j'avais deux questions pour Ahmad Gamal. Au Soudan, en fait, quels sont les acteurs étrangers, quelles sont les ingérences étrangères, effectivement, dans les conflits actuels et les intérêts, justement, qui se jouent autour de ces guerres? Et aussi, quels sont les points de force et les faiblesses de la société civile au Soudan? Et puis, j'ai une dernière question, je reviens à vous deux, sur, en fait, la dérive en Israël, quels sont les risques aussi pour nos sociétés qu'il tire vers les bas nos sociétés et donc qu'il y a une limitation et une dérive aussi autoritaire ici dans les différents pays européens? Quels sont les acteurs étrangers au Soudan? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup avec des rôles en fait plus ou moins différents, avec des motifs en fait plus ou moins différents aussi. Mais ce qu'on constate, en fait, voilà, qu'il y a une présence qui est assez forte de présence étrangère, en fait, voilà, dans cette guerre actuelle. Et c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, cette guerre est continue quand même, voilà. Et cette présence, soit, en fait, voilà, par des présences directes, en fait, voilà, de certains pays, ou bien, en fait, voilà, par les envois des armes, ou bien en fait par le fait d'investir en fait voilà sur la guerre. C'est comme une économie en fait voilà, l'économie en soi en fait voilà, le fait qu'il y a une guerre aujourd'hui. Si on essaye en fait voilà, de nommer quels sont les acteurs qui sont présents au Soudan aujourd'hui, bah, c'est comme je disais qu'en fait voilà, il y en a plus ou moins actifs, mais ceux qui sont plus actifs c'est les Émirats Arabes Unis, voilà, qui un tout petit pays, mais avec beaucoup de capacités financières, etc. Et par lesquelles il est en train de jouer un rôle qui est très sale, en fait,
notamment en fait voilà, dans les régions. D'ailleurs, ils sont présents pas qu'au Soudan, mais aussi voilà, dans d'autres pays comme l'Éthiopie, le Somalie, voilà, et voilà, d'autres pays dans le Corne d'Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé en fait voilà, concrètement en termes d'intervention des Émirats arabes unis au Soudan? C'est des gens en fait qui ont un accord et c'est le premier soutien en fait voilà, de la milice que le soutien financièrement, logistiquement, diplomatiquement, etc. Et pour cela en fait ils ont pu convaincre l'ensemble des pays limitrophes de Soudan en fait de rentrer dans leur plan, que ce soit en fait voilà, l'Éthiopie aujourd'hui qui est devenue un point de soutien logistique pour cette milice, où il y a des armes en fait voilà, qui arrivent depuis les Émirats arabes unis, où il y a des mercenaires en fait voilà, qui arrivent là-bas, où il y a des missiles en fait voilà, ils sont tirés depuis l'Éthiopie vers le Soudan, mais aussi le Soudan du Sud qui joue en fait voilà, les mêmes rôles aussi, un point de, voilà, de soutien logistique pour les milices, que ce soit le Tchad en fait, où il y a un aéroport, où il y a un hôpital qui ont été construits par les Émirats arabes unis pour le service voilà, de la milice et qui voilà et par lesquels voilà il le soutient, ou bien la Libye. Donc voilà, tous les pays en fait voilà limitrophes de Soudan, ils sont dans une logique en fait voilà d'hostilité. On sait que voilà c'est pas leur propre décision parce que les Émirats arabes unis en fait c'est des gens qui ont de puissances économiques très fortes et par lesquels ils arrivent en fait à changer la position de l'ensemble des pays des régions. Il y a un autre nature en fait d'intervention au Soudan et notamment en fait en guerre par la procuration, c'est-à-dire qu'il se trouve deux pays qui sont en conflit, ils vont décider en fait d'externaliser leur conflit sur le territoire soudanais. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte d'un État en fait dans une faillite totale et c'est un État qui est très fragile depuis toujours. Et dans ce contexte, on peut rappeler le contexte le conflit entre l'Égypte et l'Éthiopie, où il y a un conflit autour du partage de l'eau du Nil en fait depuis toujours. Et aujourd'hui, pour régler cette question, en fait, chacun il soutient un camp, que ce soit en fait l'armée, que ce soit l'Égypte qui soutient l'armée soudanaise, ou bien l'Éthiopie qui soutient la force de soutien rapide par le biais des Émirats arabes unis. D'autres pays, en fait, voilà, qui sont présents aussi, notamment l'Ukraine et la Russie, vu qu'en fait, voilà, le conflit se déroule là, sur le territoire européen, quand même, en fait, en partie de ce conflit, il est en train de se dérouler sur le territoire soudanais. Dans le sens où les Ukrainiens, en fait, voilà, ils soutiennent, dans le premier temps, au début de la guerre, ils ont soutenu l'armée soudanaise, alors qu'ils se retrouvent aujourd'hui, ils soutiennent cette milice, en fait, voilà, de force de soutien rapide. De l'autre côté, la Russie, en fait, voilà, tout debout, qui l'a soutenu, en fait, plutôt les milices, en fait, par le biais de Wagner, aujourd'hui, en fait, qui soutient l'armée soudanaise. Donc, vraiment, c'est le chaos, en fait, voilà, total, où, dans un contexte, les pays, en fait, où le Soudan, il n'arrive pas à maîtriser, d'abord, voilà, ni ses frontières, en fait, voilà, ni le contexte à l'intérieur du pays. En concernant de la société civile, vous avez raison d'appeler voilà, ou de questionner sur le point fort et le point faible. Le point fort, c'est le fait qu'aujourd'hui, c'est que grâce à la société civile que le peuple soudanais a pu se survivre en fait pendant cette période de la guerre. Dans ce contexte où le Soudan et le Soudanais ont été complètement abandonnés dès les premiers jours de la guerre, et aussi dans ce contexte où l'État en fait s'est déclaré absent dès les premiers jours de la guerre. Donc voilà, c'est la société civile qui a dû s'organiser. Voilà. D'abord pour faire face à la situation en fait voilà humanitaire, avec telle ampleur qu'on entend aujourd'hui, avec la famine, avec des massacres, avec des génocides, voilà, avec tout ça. Mais en même temps, en fait, d'être le gardien en fait voilà de la situation humanitaire dans le sens où ils prennent le risque en fait de commenter qu'est-ce qui s'est passé en fait voilà sur le terrain. Et il faut se rappeler aussi en fait que le contexte de la guerre au Soudan est marqué par l'absence de couverture médiatique totale.
Et c'est la raison pour laquelle, en fait, les deux parties en conflit, ils se sont légitimes de s'autoriser, en fait, voilà, de massacrer la population et de commettre des crimes, en fait, voilà, contre l'humanité. Pourquoi? Parce qu'ils savent que, voilà, ils peuvent commettre ces crimes en toute impunité. Sans être, en fait, voilà, poursuivi, en fait, voilà, par la justice, en fait, voilà, sans être invité au niveau des médias internationaux, etc. Donc, voilà, vraiment, pendant 3 ans et durant toute cette période de la guerre, que si les deux parties en conflit et en particulier la milice de force de soutien rapide s'autoriser en fait voilà d'aller très loin dans ces crimes contre dans ces crimes comme on l'a vu dans les villes de Fachir, c'est parce qu'en fait ils se sentaient en fait pas observés et on l'a laissé en fait voilà tranquille de commettre voilà ces crimes. Donc voilà, le fait qu'il y a une absence de couverture médiatique, son impact, il n'a pas seulement en fait le fait qu'il y a eu d'informations qui nous a échappé ou qu'on n'a pas pu s'informer sur la situation au Soudan, mais son impact sur le terrain en fait d'abord parce qu'on a encouragé ou d'une manière, même si c'est pas direct, mais on a encouragé en fait voilà en partie de commettre voilà les crimes contre les civils. Et de notre manière aussi, en fait, on a laissé la population de mourir, en fait, de la famine, de catastrophes. Je ne veux pas rentrer, voilà, dans la compétition que le pays, en fait, voilà, le plus difficile aujourd'hui en termes de la situation humanitaire, mais en tout cas de ce que j'entends, voilà, de la part de ma famille, de la part de mes amis, de gens qui sont proches, c'est voilà, et leurs témoignages et etc. Je pense que c'est une des situations le plus grave en fait voilà dans le monde aujourd'hui. Pourtant, c'est la situation le bien médiatisée, ce qui marque en fait voilà la particularité de la situation au Soudan. Dernière chose, la société civile aujourd'hui a dû se réfugier en fait voilà, à l'étranger où les gens en fait ils aient quand même voilà de continuer à poursuivre en fait voilà le travail en fait voilà de mobilisation révolutionnaire depuis l'étranger. On n'est pas comment on dit on n'est pas naïf voilà de parler de la révolution dans ce contexte de la guerre, mais on est convaincu en fait que la seule manière par laquelle on peut sortir en fait voilà de cet état de la guerre, parce qu'il ne s'agit pas de la première guerre dans l'histoire du Soudan, mais il s'agit de la continuité ou d'une série en fait voilà d'une continuité de la guerre. On est convaincu en fait que la seule manière par laquelle on peut sortir de cette chaos ou de ce chaos pardon, c'est en fait de revenir sur le point de départ en fait voilà de notre révolution qui a revendiqué dans sa première revendication la paix et la justice et l'égalité. Donc voilà, les sociétés civiles essayent de se mobiliser, mais comme ils se sont en fait voilà abandonnés par le monde entier, donc voilà, ils n'arrivent pas à trop avancer, même s'ils sont en train de faire un travail qui est formidable, mais quand même voilà, c'est quelque chose qui dépasse nos capacités en tant que société civile. C'est une question par rapport à la liberté de la presse et l'investigation, et donc la situation de Gaza, l'histoire récente, et donc l'assassinat de quantité de journalistes. Le recul de droits humains, du coup, se compare un peu aussi au recul de la liberté de la presse. Et donc, il y a la question en miroir du discrédit porté sur l'indépendance de penser et d'investiguer les journalistes, que ce soit d'ailleurs des Palestiniens ou d'autres pays, même occidentaux. Donc, pour l'investigation, pour la résonance avec l'opinion publique, on en parlait à l'instant sur le Soudan. Je me pose la question donc de cette préoccupation majeure, me semble-t-il, pour la question de la préservation du droit humain, des droits humains, pardon. Pour répondre à monsieur sur la question du recul du droit et des libertés en rapport avec le conflit israélo-palestinien, on vit une période, en effet, où cette question se pose de manière aiguë, puisque la loi Caroline Yadan va être votée prochainement. Et ou pas, ou pas. Oui, y a quand même quelques bonnes nouvelles. Il semblerait qu'il y ait une certaine mobilisation. D'abord, il y a une très grande mobilisation sociale. 550 000 signatures, c'est formidable. Il n'y a pas tellement de... Donc ça montre quand même qu'il y a une conscience aiguë
de cette question, et puis apparemment Faure a déclaré qu'il ne voterait pas cette loi, ce qui était la grande interrogation. Donc le paysage se dégage un petit peu. Il n'empêche, elle a quand même été soutenue de façon importante. C'est une loi totalement folle. Enfin, le simple fait qu'elle ait pu être déjà l'objet d'un débat parlementaire est en soi inquiétant, est en soi une régression démocratique. Et moi qui suis régulièrement amené à témoigner dans les tribunaux pour défendre des gens qui sont accusés d'apologie du terrorisme, pour enfin, les deux, trois dernières situations judiciaires dans lesquelles je suis intervenu, c'était ça. Et l'apologie du terrorisme, c'est un délit qui est mis en question par ceux-là même qui sont à l'origine de cette définition de l'apologie du terrorisme, à savoir le juge Trévidic qui a inspiré, le juge antiterroriste donc, qui a inspiré grosso modo cette loi, et Bernard Cazeneuve qui l'a porté, et qui explique à qui veut les entendre. Il n'y a pas tellement de gens malheureusement pour ça, mais bon, il explique que cette loi était destinée à enrayer les processus de recrutement d'Al-Qaïda sur Internet, et donc quelque chose de complètement différent. Et elle est utilisée maintenant massivement pour bâillonner, enfin comme des procédures bâillons, pour empêcher la liberté d'expression, solidarité avec la Palestine, etc. Donc oui, il y a une régression. D'ailleurs, enfin, c'est mondial cette régression. Hein. Elle n'est pas, malheureusement, elle n'est pas cantonnée à l'Hexagone. C'est un ensemble, c'est un courant très préoccupant qui est développé dans de très nombreux pays dans le monde. C'est pas forcément l'exemple israélien particulièrement qui est le plus contaminant, en dehors du fait que ce qu'a cité Ronnie, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que en France, par exemple, et en Europe de manière générale, on se manifeste particulièrement des restrictions à la liberté d'expression concernant les groupes et personnes qui défendent les droits des Palestiniens. Et ça, c'est depuis octobre 2023, c'est vraiment tout à fait marquant. C'est pas les seuls, puisqu'on retrouve aussi parmi ceux qui subissent ces restrictions à la liberté d'expression, les défenseurs du climat, qui subissent aussi des restrictions extrêmement fortes et une criminalisation de leurs actions. Donc, juste pour dire que effectivement, la question du recul des droits, de la remise en cause de l'état de droit en tant que notion fondamentale de nos démocraties, les attaques contre la société civile, la remise en cause de la liberté de la presse, je vais y venir, c'est une tendance qui a lieu non seulement en Israël, mais en Hongrie, aux États-Unis, en Slovaquie, en Russie évidemment, en Suède. Il y a énormément de pays en Europe aujourd'hui, et on va dire dans le monde occidental en général, qui connaissent ça, et on voit vraiment cette propagation des pratiques autoritaires partout dans ces pays, avec toujours le même schéma, donc attaque contre la société civile, ciblage de minorités et de groupes des personnes étrangères, utilisation des technologies de surveillance pour mettre en place des lois qui vont à l'encontre des libertés, et in fine un ciblage des fondamentaux de l'état de droit. Donc ça, c'est vraiment marquant, et c'est vraiment une inquiétude qu'on a, nous, aujourd'hui, à un an des élections présidentielles. C'est évidemment un sujet d'inquiétude. Et peut-être ce qui s'est passé dernièrement en Israël avec cette loi sur la peine de mort, voilà, que je ne vais pas en rentrer dans les détails là, je pense qu'on pourrait faire un débat là-dessus, qui a entériné quand même quelque chose qui était malheureusement une pratique de très longue date, de considérer la vie des Palestiniens comme n'étant pas, d'être respectée par l'armée israélienne et par les Israéliens. Elle fait sauter des verrous. Il y a des pays qui remettent en place la peine de mort. Honnêtement, je trouve qu'aujourd'hui, symboliquement, c'est extrêmement grave et inquiétant. Et ça contribue à une banalisation, en fait. Une banalisation des retours en arrière, une banalisation de remise en cause de libertés extrêmement fondamentales. Donc ça nous inquiète évidemment. Et pour revenir sur la question sur la liberté de la presse, c'est en fait ce qui s'est passé, ce qui se passe toujours, avec l'interdiction aux journalistes internationaux de rentrer dans Gaza, et surtout la mise en cause, la décrédibilisation des journalistes palestiniens, le fait de
considérer que un journaliste, un terroriste, finalement, la limite est fine. Ça contribue à abîmer ce contre-pouvoir essentiel que sont les médias indépendants et qu'est la presse. Et ça fait partie de la même dynamique que je décrivais et qui a lieu dans énormément de pays. On entend les attaques de Donald Trump contre la presse qui s'attaquent à différents groupes, et qui laissent entendre qu'un journaliste, c'est d'abord un militant. On voit ça dans énormément de pays d'Europe, on voit ça en France. Sans faire des grands écarts, la commission parlementaire actuelle sur l'audiovisuel public, il dissémine le même message. Un journaliste, une journaliste, si il a une opinion, c'est dangereux, et surtout si cette opinion, elle est un peu trop favorable au droit. Donc, c'est très important dans le contexte actuel de défendre ces contre-pouvoirs que sont la liberté de la presse, l'indépendance de la justice, toute la société civile diverse, le monde associatif, syndical, etc. C'est ça les remparts contre une dérive autoritaire qui peut avoir lieu en France également dans les prochaines années. Donc oui, ça nous a quand même énormément affolé d'entendre dans des débats en France des personnalités qui disaient qu'un journaliste à Gaza, c'était pas vraiment un journaliste. Il n'y avait pas de journalistes à Gaza, puisqu'ils étaient tous finalement quand même un peu affiliés. Ce message-là, à force d'être répété, les gens finissent par le croire. Et ça laisse entendre, ça donne une petite musique qu'il ne faut pas négliger dans les conséquences qu'elle peut avoir sur les piliers dont on a besoin pour défendre notre démocratie, nos libertés, l'état de droit en France, etc. Donc oui, il y a ce risque de contamination, il existe, à mon sens, par ce discours-là. Déjà, merci à nos invités, c'était passionnant. Et puis merci pour vos questions. Merci Sarah aussi pour la modération, l'animation ce soir. Je rappelle que Sarah vient de lancer une émission qui s'appelle Geostrategics avec Pascal Boniface sur le média. Donc je vous invite à aller la regarder. Vous pouvez suivre les activités de l'IREMO sur les réseaux sociaux qui sont indiqués ici, avec notamment la page du projet Mouffetard. Et donc on a plusieurs événements qui vont arriver qui sont un peu dans la continuité de ce qu'on s'est dit ce soir. Le 15 avril, on aura un événement qui s'appelle le Liban face à Israël, déchirure passé, présent tragique et avenir incertain. On a aussi, dans le cadre du projet Mouffetard, le 4 mai, lundi 4 mai, au cinéma Le Cinoche, donc juste à côté à Bagnolet, les jeunes du projet qui vont présenter le documentaire qu'ils ont réalisé en Jordanie, après notamment avoir rencontré des jeunes réfugiés palestiniens et jordaniens de l'UNRWA. Donc voilà, vous êtes les bienvenus pour assister à ce moment qui marquera en fait la fin du travail qui a été fait avec le premier groupe. Et enfin, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, le 20 mai au Château de l'Étang, il y aura une conférence sur les questions du droit international, la justice internationale et de l'impunité au Moyen-Orient. Et donc voilà, vous êtes les bienvenus à tous ces événements-là. Et merci beaucoup encore une fois.